vous avez fait 2 choses. Alors, vous êtes égyptologue, journaliste, écrivain, scénariste aussi, non? Non. J'aimerais bien, mais... Mais voilà, vous avez oui, j'ai fait une formation voilà. de scénariste, mais de documentaire. Alors, donc vous êtes auteur de... C'est comme ça que je vous ai rencontré d'ailleurs, parce que je suis allée assister à une conférence de Florence sur le mythe d'Isis. Et alors, on verra en quoi c'est en lien avec la journée d'aujourd'hui. Donc, vous êtes donc auteur de Isis l'Éternelle. Vous venez de sortir ce livre qui s'appelle donc Les grands souveraines d'Égypte. Donc, on le verra aussi, vraiment, le féminin a une place extrêmement importante dans votre récit et donc, finalement, ouvre aussi un récit extrêmement contemporain, même si vous parlez de l'Égypte ancienne. Vous avez aussi écrit Égypte vivante. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Ultreya. J'étais, pardon. C'est fini. Ah, dommage, parce que c'était vraiment une super revue, mais on peut encore la consulter. Oui, bien sûr. Et est-ce que j'ai tout dit? Il y a encore plein de choses à dire. Vous êtes conférencière. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à voir les podcasts et vidéos de Florence qui sont passionnantes. Alors, l'Égypte ancienne. Pourquoi l'Égypte ancienne? Dans la journée d'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans le cadre d'inventer de nouveaux mythes et de nouveaux imaginaires pour le monde de demain, de revisiter les mythes qui sont constitutifs en fait de notre héritage culturel. Et pour moi, l'Égypte ancienne est en fait vivante, comme votre titre de livre l'indique, parce que l'Égypte en fait nous invite à se reconnecter au vivant, à soi, aux autres et au grand tout. Et dans le fond, il y a quelque chose d'extrêmement contemporain dans le récit égyptien, comme si finalement l'Égypte ancienne nous donnait des nouvelles de nous-mêmes aujourd'hui. Pourquoi cette civilisation qui a 3000 ans, enfin qui a duré 3000 ans, et donc qui a été vraiment durable, a tant à nous apprendre sur les enjeux contemporains actuels? Comment elle peut finalement nous aider à reconnecter au vivant en soi et à l'extérieur de soi, Florence? Alors d'abord, avant de parler de ce que l'Égypte ancienne nous a transmis, parce que Valérie a parlé de vivante, pour moi, évidemment, j'ai une formation d'égyptologue, mais à mes yeux, l'Égypte est toujours vivante. C'est pas un vaste musée à ciel ouvert, c'est pas un objet d'étude comme une langue morte, le latin est une langue morte. L'Égypte, pour moi, est vivante. Et là, ce message à nous transmettre, c'est un message éthique. Alors évidemment, pour les Égyptiens, tout est relié, tout est interconnecté. Oui, on n'a rien inventé. Et d'abord, il y a une géographie. L'Égypte, c'est un pays qui est un désert traversé par un fleuve extraordinaire, le plus grand fleuve d'Afrique, très puissant. Et sans ce fleuve, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de limon fertile, il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de grande civilisation. Donc les Égyptiens très tôt ont compris que sans ce fleuve, sans l'apport de ce fleuve et de ce limon, il n'y aura pas de culture, il n'y aura pas de vie possible dans ce désert. Donc très vite, ils ont conçu à la fois un lien avec les autres, avec le féminin et avec l'environnement et avec le divin. Parce que donc tout est interconnecté dans une idée que l'on appelle unus mundus, c'est-à-dire un monde unifié, c'est-à-dire que l'homme est au centre d'un système où il y a le divin, c'est-à-dire, mais pas au sens où on l'entend avec des dieux, effectivement, avec des têtes d'animaux, ça c'est les manifestations d'une source unique qui a créé le monde. Les Égyptiens n'étaient pas vraiment polythéistes, ils pensaient qu'il y avait une source unique qui avait à l'origine créé avec amour d'ailleurs, qui avait créé l'univers et la manifestation de la nature. Et donc cette source unique, ils sont reliés, les Égyptiens, à cette source unique et à l'autre. Donc il y a la solidarité communicative, il y a le lien à l'environnement et on respecte effectivement beaucoup la nature, l'autre et le divin. Donc tout ça est relié. Alors je voulais aussi faire une parenthèse, je voulais commencer par ça, mais je suis partie donc sur la réponse. C'est que, à mon sens, puisque l'Égypte est vivante, l'Égypte est, vous savez que ça a beaucoup inspiré la BD, l'Égypte. Il y a de grandes BD classiques, Tintin, Blake et Mortimer, Papyrus, etc. Enki Bilal, donc on a tiré un film des Immortels d'ailleurs de cette BD. Et je pense que pour vous qui êtes scénariste, c'est vraiment
une civilisation où l'iconicité a connu son apogée. Déjà, c'est une écriture d'image, le hiéroglyphe. Le hiéroglyphe, par ces images extrêmement parlantes, qui sont un hommage à la nature, il y a des animaux, il y a des plantes, des êtres humains dans toutes les situations possibles, eh bien, elle nous parle de la complexité et de la beauté de cette pensée égyptienne. Donc déjà, c'est une écriture d'image. Et ensuite, quand on regarde l'art égyptien, eh bien, alors on est quand même séduit par ce que ça nous a transmis. C'est-à-dire, c'est à l'image d'une BD colorée. Il y a des fresques dans les tombes, des fresques, des bas-reliefs dans les temples. Et c'est vraiment une narration en soi. On peut suivre toute une histoire, l'histoire de ces gens qui ont aimé, qui sont morts et qui sont nés à nouveau dans l'esprit égyptien, parce que la mort n'est pas une fin, on en reparlera. Hein. Et donc, pour reparler de ce lien à l'univers, il y a un élément, si on peut passer l'autre photo, qui me semble essentiel, qui est le socle de la civilisation égyptienne et qui renvoie à tout ce qu'on a dit ce matin déjà. C'est la déesse Maat. Alors c'est souvent à travers le féminin, comme le disait Valérie, que s'exprime cette sagesse. Non pas, encore une fois, on est d'accord, les hommes et les femmes, hein, il s'agit de genre, hein, il s'agit du féminin dans les hommes, hein, c'est-à-dire cette notion du féminin dans l'homme et dans la femme. Et donc cette déesse s'appelle Maat, elle a une plume sur la tête. Alors déjà, elle a une plume blanche, c'est en lien avec quelque chose de pur, parce que quelque chose de blanc, d'intouché, d'intact, et également elle est verticale. La verticalité de Maat, c'est l'éthique. Maat, c'est l'ordre, la justice, l'ordre tel qu'il était aux origines, et elle incarne cette éthique à l'œuvre dans la vie des Égyptiens. Elle s'oppose à ce qu'on appelle Isséfet, c'est le mal, et Isséfet, pas le mal au sens judéo-chrétien, ça n'existe pas, c'est en Égypte le péché, le bien, le mal, mais disons que c'est les forces du chaos. Parce que quand le démiurge dont je vous parlais a créé le monde, eh bien, au départ, il a créé avec amour, mais il a repoussé les forces du chaos aux marges de la création. Et les Égyptiens avaient conscience, et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir, que le chaos est toujours possible. Hein, la destruction du monde est toujours à nos portes. Et pendant 3000 ans, même pendant 4000 ans, on a pratiqué quotidiennement dans toute la vallée du Nil des rites. Alors, on manque aussi de rites aujourd'hui, des rites visant à présenter la Maat, c'est-à-dire à repousser ces forces chaotiques qui menaçaient l'équilibre du monde. L'Égypte est toujours obsédée par cette idée de maintenir l'équilibre, et il y a comment maintenir l'équilibre avec cette Maat. Donc c'est présenté tous les jours, dans tous les temples de la vallée du Nil, ils étaient nombreux, ces rites à Maat pour que l'équilibre perdure sur la terre. Mais également, il y a des textes qu'on appelle des textes de sagesse qui transmettent une éthique à tout un chacun, et chaque Égyptien doit essayer de se conformer à cette sagesse. Alors là encore, il n'y a pas une question de péché, de bien et de mal. Au jour du trépas, quand on va aller dans l'au-delà, le cœur du défunt ou de la défunte sera pesé sur une balance. On peut peut-être voir les autres photos. Alors, vous voyez, Pharaon présente la Maat. Il y avait une offrande rituelle de la Maat. C'est extrêmement imagé, l'Égypte. Hein. Vous avez vu toutes ces représentations. Donc ça aussi, ça nourrit effectivement les récits. D'ailleurs, ça a inspiré le 7e art, on en reparlera. Donc on présentait la Maat tous les jours par un rituel. Et également, est-ce qu'on peut montrer l'autre photo ? Voilà, ce que je vous disais sur le jugement du défunt. Et ça, c'est important, vous allez voir pourquoi. Le défunt, il se présente, vous voyez, donc toujours ces images qui nourrissent l'imaginaire. Peut-être de nouveaux récits. On voit le défunt à gauche qui se présente, il est amené par un dieu à tête de chacal, qui est le dieu psychopompe, c'est celui qui accompagne le défunt dans l'au-delà, et il y a une balance. Alors, on met le cœur du défunt sur un plateau, et de l'autre côté, il y a une petite plume, vous voyez, à droite. Il y a Maat qui fait la jauge, qui permet de peser ce cœur, et le cœur du défunt doit être aussi léger que la plume de Maat. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas on a parfois parlé de péché, non, ça n'existe pas en Égypte ancienne. Moi, j'aime beaucoup la définition de cette qu'on appelle la psychostasie, c'est-à-dire la pesée de l'âme. En réalité, il n'y a pas non plus de notion d'âme, c'est la conscience de l'être humain, la conscience de chacun. En réalité, on arrive, la conscience de ses actes, notamment
par rapport à la nature, par rapport à l'autre, à l'altérité, eh bien, on pose cette conscience dans un plateau et il faut qu'elle soit aussi léger que la plume de Mahat. Si le cœur est trop lourd, eh bien il y a cette espèce de chimère que vous voyez, donc tête de crocodile, un corps de félin, etc. Enfin bon, c'est un mélange qui dévore le défunt. En réalité, on sait aujourd'hui plus finement que là aussi, c'est encore une manifestation de la conscience qui finalement confronte le défunt à ses actes, aux actes qu'il a posés dans la vie. Et il ne s'agit donc pas de péché, mais de manquement à l'éthique universelle. Moi, j'aime beaucoup cette définition. Qu'est-ce que c'est d'être jugé dans l'au-delà ? C'est, on va te dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, mais c'est la conscience qui se juge elle-même. Donc, si on est déclaré juste de voix, on appelle le justifié, peut se présenter devant Osiris. On en parlera tout à l'heure. Osiris, le premier dieu qui est mort et qui est rené, qui est vert. Vous voyez, il est vert comme la végétation, qui meurt et renaît dans un cycle de la nature. Il est assis sur un trône avec le Nil sous ses pieds. Et de ce Nil naît une végétation, il y a un lotus épanoui. Donc, pour reparler de cette Mahat, il y avait des enseignements qui étaient transmis dans ce qu'on appelle les maisons de vie. Là aussi, c'est plus joli qu'université ou école. Je préfère aller à la maison de vie qu'aller à l'école. L'école, c'est barbant. Mais la maison de vie, père, entre. Qu'est-ce que ça veut dire, la maison de vie ? C'est l'endroit où on apprend des choses sur la vie essentielles. Notamment qu'il y a 3 défauts, entre guillemets, 3 manquements à l'éthique universelle pour les Égyptiens. C'est, que je n'en oublie pas un, c'est la paresse, la surdité mentale et l'avidité. Alors la paresse, c'est le non-agir, c'est vivre de manière irresponsable, c'est rompre le lien social. La solidarité s'étiole, le monde se détruit et les hommes se battent entre eux. Face à la paresse, la Mahat se définit comme un agir l'un pour l'autre, un penser l'un à l'autre solidaire. La surdité mentale, c'est, vous avez compris, ne pas écouter l'autre, ne penser qu'à soi, et de rompre là aussi le lien social. On s'éloigne, l'autre est nié. Le texte nous dit, égyptien, si l'écoute est bonne, la parole est bonne. Et en Égypte, la société repose sur la capacité à entendre. Face à la surdité mentale, la Mahat, elle incarne l'écoute mutuelle qui exclut la violence, puisqu'on parlait tout à l'heure de violence. Et enfin, l'avidité, je termine avec l'avidité, c'est pour les Égyptiens le pire des défauts, qui sépare les amis, qui fait brouiller l'époux et l'épouse. Parce que l'avide, c'est celui qui n'est pas capable de donner, qui se replie sur lui-même, qui n'est pas capable notamment d'organiser une fête pour les autres, nous disent les textes, et qui est sec de cœur. Et ainsi, lui aussi, en étant avide, en gardant tout pour lui, il détruit à la fois l'équilibre de la nature et le lien à l'autre. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, dans ce que vous dites, Florence, c'est que ça résonne énormément, tous les principes que vous énoncez, ça résonne énormément avec ce qu'aujourd'hui on appelle, entre guillemets, la nouvelle conscience, qui n'est pas du tout nouvelle, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut lire d'ailleurs dans des contenus comme la revue Kaizen, je ne sais pas si vous connaissez la revue Kaizen, qui est donc liée au réseau des colibris, où finalement ils associent beaucoup la révolution intérieure à la transition écologique. Ils se disent beaucoup pionniers de l'éco-spiritualité. Donc cette transition individuelle et collective. Mais dans le fond, dans cette fameuse nouvelle conscience, en fait, on n'a absolument rien inventé, puisque tout ce que vous énoncez sur les Égyptiens ne fait que parler de ce contrat social actuel qu'on est en train d'essayer de redéfinir. C'est-à-dire que la fameuse Mahat qui essaie d'établir finalement du respect, des choses qui finalement vont un peu de soi, mais qui ont été remises en question par la société patriarcale, individualiste, capitaliste. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de reconnecter avec ce fameux vivant, cette harmonie, donc cette éco-spiritualité. Et ce qui est fou dans cette société égyptienne, c'est que donc il y a cette verticalité, donc cette connexion tertielle, mais il y a aussi tout un respect autour de la terre, autour de l'agraire, autour des forces, de ce que nous aujourd'hui on évoque dans la fameuse transition énergétique, avec le soleil, le vent, l'eau. Tous ces éléments sont ultra présents
Donc dans l'Égypte ancienne, on est vraiment dans un peuple qui vit au rythme des saisons, qui vit au rythme du cosmos en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Et donc vraiment, qu'est-ce qui est actuel dans cette fameuse Égypte vivante, dans le discours actuel des nouveaux récits? Ah oui, c'est une question qui est pas évidente, mais oui, vous avez raison, on n'a rien inventé. Et puis je voudrais rappeler que c'est une civilisation qui a duré 4000 ans. Nous, on est à 2000 ans un peu essoufflés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et 200 ans de révolution industrielle qui remettent en cause 4 milliards d'années de vie sur Terre. C'est ça. Et puis on est une civilisation qui s'épuise, hein, qui est presque en décadence. On n'a pas parlé de collapsologie, enfin évidemment, c'est un mot qui revient beaucoup. Mais l'Égypte a perduré 4000 ans. Parce que je pense que ce contrat social, ce contrat avec le spirituel, horizontal et vertical, il a été tenu pendant 4000 ans. Il y a eu des ruptures, hein, il y a eu des révolutions sociales. Parfois, on a renversé Pharaon et puis on a dit il y en a marre de ce type, on est écrasé, etc. Bon, il y a eu des ruptures, il y a eu des invasions, mais on est toujours revenu à l'équilibre, cet équilibre de Mahat. Et effectivement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un pays agraire et c'est le miracle de ce pays qui est entouré de désert et qui est traversé par ce fleuve. Autrefois, avant la construction du barrage d'Assouan, qui est une catastrophe du point de vue écologique, hein, mais bon, c'est ainsi. C'était dans les années 60, hein, c'était l'époque du progrès, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a plus de limon, maintenant on met beaucoup d'engrais dans la vallée du Nil, il y a beaucoup de pollution, hélas, mais il y avait cet engrais, ce limon qui fertilisait les terres, et on était conscient de l'influence et puis de ce don du Nil et de ce lien avec les éléments, avec le soleil par exemple. Le soleil, les Égyptiens ont toujours observé d'extrêmement près la course du soleil et ils en ont fait, une fois encore, des mythes et des récits, notamment en disant que le soleil, il le montrait parfois sous forme anthropomorphique, hein, ça pouvait être un homme avec une tête de bélier, le matin avec une tête de scarabée. Ils avaient remarqué que le scarabée poussait sa bouse comme le soleil pointe à l'horizon. Donc, vous voyez, observation aussi du vivant. Et puis, au milieu de la journée, c'était un soleil rayonnant. Et puis, le soir, c'était un vieillard, voilà, avec sa canne, puisqu'il déclinait. Et ils pensaient effectivement que le soleil, ils observaient le soleil, et ils pensaient que la nuit, le soleil passait dans le monde souterrain et à travers ce grand parcours dans le monde nocturne, il était sur une barque et là il devait affronter des ennemis. Là aussi, toujours cette idée, vous parliez tout à l'heure de c'est jamais vraiment le bonheur sur cette terre, mais je pense que c'est difficile. Même le soleil, le créateur du monde, etc., toutes les nuits il doit lutter contre ses ennemis dans l'inframonde, qu'il attaque avec des couteaux. Il y a un grand serpent qui veut le détruire, et il a donc des gens qui l'accompagnent, Mahat notamment, et puis des divinités qui repoussent ces forces chaotiques. Et le matin, eh bien, on regarde à l'horizon le soleil qui se lève, et les Égyptiens n'aimaient pas du tout la nuit. Ils avaient peur que le soleil ne revienne jamais à l'horizon du matin. Donc, des fins observateurs des éléments. Et ils ont aussi beaucoup écrit, vous savez, sur ce fameux, par exemple, hymne à Aton. Aton, c'est le disque solaire donc du pharaon Akhenaton, l'époux de Néfertiti, qui a instauré le monothéisme en Égypte. Et vous voyez, soleil vivant qui vit depuis l'origine, tu resplendis dans l'horizon de l'Est, tu as rempli tout pays de ta splendeur, tu es grand, brillant, les hommes se dressent sur leurs pieds à l'aube lumineux, tu resplendis à l'Orient, tu n'as pas de semblable, tu as créé la terre selon ton cœur, tu as créé les hommes, toutes les bêtes domestiques et sauvages, tout ce qui marche sur la terre, marche sur ses pieds. Vous voyez, donc il y a toujours un hommage à ce soleil qui donne naissance à la création. Et puis on a des représentations, on voit des sortes d'éléments colorés qui pourraient être assimilés à la photosynthèse. Les Égyptiens avaient cette connexion réelle au vivant. Et alors justement, pour répondre à votre mettre remarque... peut-être d'autres photos, s'il vous plaît, la suite de photos, pour qu'on voit un peu... Pour rebondir à la remarque de monsieur tout à l'heure, justement, on va revenir là-dessus, sur cette histoire des méfaits et de... Ouais. Vraiment, l'Égypte, c'est un vrai mythe qui est énormément, comme vous l'avez dit, récupéré par le cinéma. On va revenir sur cette question. Et pourtant, il y a des obstacles, il y a des aventures, il y a de l'ombre, il y a la mort qui est quand même beaucoup évoquée. Mais ça tourne quand même beaucoup aussi autour de l'amour.
autour de l'amour et donc du féminin. Pourquoi l'Égypte fascine autant le cinéma? Comment elle fascine? Et qu'est-ce qu'on raconte? En quoi elle influence les histoires? Et quel est son potentiel, justement, narratif? Alors, je ne vous apprends rien puisque vous travaillez dans le cinéma. L'Égypte, elle a fasciné. Il y a ce qu'on appelle l'égyptomanie. Donc, il y a une égyptomanie qui est née très tôt, dès le cinéma muet. On a eu La Momie, vous savez, Boris Karloff, et puis le cinéma avec Cléopâtre. Tout de suite, en 1917, on a eu une Cléopâtre dans le cinéma muet. Donc, à la fois, on a les personnages historiques comme Cléopâtre, qui est une figure mythique. C'est la reine, mais c'est la femme fatale, l'empoisonneuse. Enfin, tout ça, c'est faux, bien sûr. C'est une légende qui a été créée autour de cette femme, et que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour montrer qu'il y avait des légendes sur ces reines. Et il y a aussi tous les films, on reparlera du rapport à la mort avec les Égyptiens, et puis de la conservation des corps momifiés. Évidemment, fascination et répulsion. On voit ces corps momifiés, on est attiré, et à la fois on trouve ça horrible. Donc dès le cinéma muet, on a eu les films de momies, et puis vous savez qu'il y a eu des avatars sur ces films de momies, le retour de la momie, enfin jusqu'à pas très, enfin dans les années 2000, il y avait encore des films de momies. Donc il y a les films de momies. Et on a aussi les personnages historiques et le péplum. Alors le péplum, très tôt, on a eu les 10 commandements qui ont donné une image très fausse de l'Égypte, bien sûr, c'est l'image biblique, donc elle est fausse. Les péplums, et si bien jusqu'au péplum flamboyant de Mankiewicz dans les années 60, qui est celui de Cléopâtre avec Liz Taylor, vous savez, qui a ruiné la Fox, tellement ce film était un film vraiment démesuré, et qui a tellement épongé, si je puis dire, le genre, qu'il a fallu attendre 2000 et Gladiator pour qu'on retrouve un récit de péplum. Ridley Scott, quand même, c'est quand même du grand niveau, mais je trouve effectivement que l'Égypte n'a pas été traitée. Alors évidemment, et j'oubliais la SF. Alors il y a Stargate, évidemment, Stargate, le 5e élément, ça se passe en Égypte, et ça aussi c'est très intéressant parce que Luc Besson, il fait appel à des mythes très anciens qu'on appelle le manichéisme du Fayoum. Le Fayoum, c'est dans le centre de l'Égypte, et le manichéisme, c'est un gnosticisme, c'est-à-dire qu'il y a un dieu mauvais et un dieu bon qui a créé le monde, qui s'est retiré du monde, et il y a un dieu mauvais qui a créé le monde. Alors là, on est encore dans cette opposition. Et qu'est-ce que fait Besson? Il y a le côté SF, bien sûr, dans l'univers de Besson, il adore ça, vous le savez, il y a Valérian et tout ça, mais la Vierge, Mila Jovovich, c'est la Vierge de lumière qu'on retrouve dans, effectivement, ces récits du manichéisme du Fayoum qui sont nés en Égypte. Donc, vous voyez que pourquoi, d'ailleurs ça débute en Égypte, le récit de 5e élément, parce que finalement l'Égypte, c'est là où tout commence et où tout doit s'achever, et c'est là aussi où le monde peut être sauvé. Enfin, dans le récit du 5e élément, mais c'est souvent le cas dans Stargate, etc. Et puis, effectivement, il y a aussi les récits d'aventure avec Indiana Jones, etc. Ben voilà, à la recherche de l'Arche perdue. L'Arche perdue. Mais là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a le côté Tintin, c'est Indiana Jones. Il n'y a pas d'égyptologue qui ressemble à ça, d'ailleurs. Notre grande déception. Comment? On nous aurait menti. Voilà, c'est un personnage vraiment mythique, un personnage de cinéma. Il est à la fois un intellectuel, un sportif, il a un fouet, etc. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière le spectacle d'aventure, le Tintin reporter, bien. L'Arche perdue, c'est l'Arche d'Alliance. Le récit devrait se dérouler à Jérusalem, parce que c'est l'Arche d'Alliance, c'est le temple de Salomon. Mais non, ça se passe en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a les méchants nazis qui veulent détruire le monde en récupérant l'Arche d'Alliance. Et effectivement, qu'est-ce que c'est l'Arche d'Alliance d'ailleurs? L'Arche d'Alliance, c'est une sorte de chapelle. Il y avait des anges aux 4 coins qui étaient un endroit où il y avait donc la présence divine qui était dans le temple de Salomon à Jérusalem. Donc en réalité, il a été perdu parce qu'il y a eu, donc vous savez, il y a eu à Jérusalem des déportations des Juifs pendant plusieurs générations à Babylone. Le temple de Jérusalem a été détruit 2 fois. Donc tout ce qui était dans le temple a disparu, et ce fameux Arche d'Alliance qui est mythique. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement pourquoi c'est en Égypte, parce que ça aurait moins parlé aux gens, je pense, et aux spectateurs, que ça soit à Jérusalem. Pourtant c'est une ville mythique, mais une fois de plus, il va sauver le monde, et c'est en Égypte que ça se passe. Parce que dans l'imaginaire, l'Égypte, c'est la terre des mystères,
c'est la terre de la puissance, c'est la terre à la fois du passé et de l'anticipation et du futur. Et c'est là que, effectivement, je pense qu'il y aurait les germes d'un futur possible. Alors justement, c'est très particulier parce que je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc c'était quand? C'était la semaine dernière. En avril. En avril, oulala, j'ai plus de... Je suis dans une faille spatio-temporelle en ce moment. Et donc, eux aussi, hein. Voilà, eux aussi. Et alors justement, c'était très particulier parce que donc ils ont fait défiler les momies. Et on avait vraiment l'impression qu'on faisait un lien entre le passé, le présent et le futur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, déjà vous, ce que vous avez ressenti face à ces images complètement dingues et finalement qui mettait en exergue un peu, je trouve, cette fin de civilisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Enfin, cette civilisation à bout de souffle, où effectivement l'anthropocène, quoi. 200 ans de révolution industrielle qui quand même remettent en question 4 milliards d'années de vie sur Terre. Et là, tout d'un coup, on voit ces images avec des momies qui défilent, qui sont vieilles de combien de milliers d'années? Elles ont 3500 ans. 3500 ans. Et vous les avez vues vous-même, on peut encore identifier... Ah oui, elles sont parfaites. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement? Qu'est-ce qu'il raconte de notre époque, en fait? Alors, pour vous le situer rapidement, au mois d'avril, on a les Égyptiens, le gouvernement égyptien a transporté 22 momies de rois et de reines de l'ancien musée traditionnel qui date du 19e siècle à un nouveau musée des civilisations. Alors c'était aussi une démonstration du pouvoir égyptien, vous vous en doutez, pour montrer... Bon, voilà. On a beaucoup vu Monsieur Al-Sisi, certes, mais surtout, on a fait défiler dans des chars qui avaient été conçus alors on a trouvé que c'était un peu militaire, mais en réalité c'était pour qu'il y avait de l'azote qui avait été injecté dans les cercueils, les sarcophages pour éviter les chaos, etc. Et on a quand même fait défiler 22 corps momifiés de rois et de reines qui étaient morts il y a 3500 ans et plus. Donc, et puis il y a eu des prêtresses qui ont défilé, des hommes sur des chars. Alors, il y avait, au premier regard, c'était un peu kitsch et un peu péplum. On se dit, mais où je suis là? C'est des types en char habillés à l'égyptienne, des prêtresses, des danseuses avec des voiles d'Isis. Enfin, c'était assez saisissant. Et dans un deuxième temps, il y a eu donc des milliards de personnes qui l'ont vu. C'était retransmis dans le monde entier. Et beaucoup de gens étaient émus, notamment quand une soprano a chanté en égyptien ancien. Il y a eu quelque chose au niveau émotion qui est monté. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont pleuré et on ne sait pas pourquoi. Effectivement, quel autre pays ou quelle civilisation peut s'enorgueillir de faire défiler des rois et des reines qui sont morts il y a 3500 ans? Et là, il y a quelque chose de vertigineux, puisqu'on va parler de physique quantique, entre le temps et l'espace. Donc, il y a une espèce de vertige qui nous prend. Parce que effectivement, ces momies sont parfaitement conservées. Certaines sont tellement belles, on dirait qu'elles vont des œuvres d'art, des masques de bronze, on dirait qu'elles vont bouger. Et ça aussi, c'est un des génies de l'Égypte, de nous rendre toujours vivants des rois et des reines qui sont morts il y a 3500 ans. Oui, qui nous reconnectent à notre humanité et à notre histoire. Florence, si on devait retenir un message de vos recherches, quel est le message non négociable en fait que vous avez envie de transmettre? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais je voudrais revenir sur l'histoire d'Isis. Quand en tant qu'égyptologue, on raconte l'histoire d'Isis parce que ce sont des bribes de mythes. Et moi, dans ce livre, par exemple, j'ai voulu comprendre quels étaient les avatars de ce mythe, notamment au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'à l'époque moderne. On trouve toutes sortes d'avatars. On en avait parlé, notamment Rihanna, qui se fait tatouer une grande Isis sur la poitrine, enfin sous la poitrine. Pourquoi elle se fait tatouer une Isis? Parce qu'elle dit que c'est un hommage à sa grand-mère de la Barbade qui est morte et que c'était une femme puissante. Et donc, je pense que le message que je voudrais transmettre pour vous, surtout, c'est que moi, je me suis plongée dans les mythes et j'ai compris à quel point ils avaient une vitalité exceptionnelle. Et je pense que, honnêtement, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire à travers ces mythes. Alors, ni dans le péplum, ni dans l'horreur, ni dans le retour de la momie ou le film d'aventure,
comment dire, je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais en les actualisant. Parce que le mythe d'Isis et d'Osiris, c'est une femme qui sauve, son époux est tué, alors toujours pareil, les forces anthropiques, hein, son frère est jaloux, c'est un scénario mythologique qu'on trouve chez Caïn et Abel, on retrouve ça dans toute la mythologie. Il est assassiné par son frère qui est jaloux, qui s'appelle Seth, et sa femme, qui est Isis, qui est une grande magicienne, elle va partir en quête de son corps, elle le ramène, et puis le fameux Seth va découvrir le corps qui est caché, il va le découper en 14 morceaux, et il va disperser les morceaux donc dans toute l'Égypte. Elle va retrouver, par son amour, sa conviction, sa passion, son opiniâtreté, elle va retrouver ces morceaux, elle va rassembler ce corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que de ce corps, vous savez, il y a des morceaux, mais on va le serrer dans des bandelettes, et les humeurs du corps qui vont sortir, hein, bon, c'est pas très, hein, c'est très concret, eh bien, vont nourrir le sol d'Égypte, vont nourrir le limon, et vont créer le premier grain qui va donner donc les premières récoltes aux Égyptiens. Sans la mort, sans le sacrifice de cet homme, donc c'est un archétype du sauveur du Proche-Orient, il y a le Christ, il y a Attis, mais ça aussi c'est un archétype, hein, le christianisme n'a rien inventé, eh bien sans la mort, le sacrifice de cet homme, il n'y aura pas mort et renaissance pour chacun de nous. On est donc promis, selon les Égyptiens, à une vie après la mort qui sera aussi heureuse, si on a été juste, que celle qu'on a vécue. Et pour les Égyptiens, il faut devenir un Osiris quand on meurt. Et dans l'au-delà, eh bien, on retrouve justement son jardin, son champ. On continue à cultiver dans un paysage tout à fait similaire à celui de l'Égypte. Vous voyez, c'est pas un endroit où il y a des vierges, 70 vierges, je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est comme à la maison. Et comme on était bien dans son jardin, auprès de son bassin, avec ses nénuphars et ses lotus. Donc, si vous voulez, ce récit, moi, je pense qu'il peut être actualisé. Et on parlait de dystopie, oui, c'est ça. Je pensais à la Servante écarlate, c'est très loin de tout ça, mais en réalité, il y a une femme qui résiste, vous voyez. Et pour moi, c'est une Isis, hein. Comme toutes ces femmes qui sont dans la rue, qui lèvent le poing, qui veulent se faire respecter dans les pays où elles ne sont pas respectées, c'est un archétype, Isis. Et je pense que vous pourriez vous emparer de ce type de récit et le moderniser. Il y a la traversée de la mort, il y a l'amour plus fort que la mort, et il y a finalement les forces du positives qui triomphent, mais les forces négatives ne sont jamais annihilées, hein. Elles sont repoussées, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de lumière sans ténèbres et que jamais les forces du chaos ne pourront être vaincues complètement. Mais donc je pense que moderniser ce récit pourrait être à la manière d'un Orphée Eurydice, il y aurait quelque chose de très beau à faire sans le kitsch du péplum, sans le film horrifique ou ces références-là qui sont à mon avis dépassées, hein. Et surtout, à la lecture de ce livre, c'est incroyable comme finalement le mythe d'Isis et d'Osiris a façonné notre culture. Enfin, j'ai appris en vous lisant que rien que la ville de Paris, c'est Parisis sur la barque d'Isis. Enfin, je veux dire, la ville de Paris est empreinte de l'énergie d'Isis. Notre-Dame de Paris qui a été construite sur un temple d'Isis, pareil pour Notre-Dame de Fourvière, il me semble, à Lyon. Oui, à Notre-Dame du Puy, les Vierges Noires, après dans l'alchimie, à la Renaissance, à toutes les époques, on retrouve Isis. Elle est tout le temps réinventée dans la flûte enchantée, vous savez, donc c'est le grand prêtre Zarastro, Pamina et Tamino, c'est le couple Isis et Osiris, hein. Puis Isis, Osiris, ce magnifique chant de la flûte enchantée, le dernier opéra de Mozart. Donc et puis on la retrouve toujours au XIXe siècle dans la littérature, chez Victor Hugo, chez le Comte de Lille, dans la poésie, etc. Elle est insubmersible, Isis, parce que c'est un archétype. Et dans une très belle chanson de notre Nobel Bob Dylan qui s'appelle Isis, qui est un hymne à la femme qu'il aime, et elle s'appelle Isis. Et surtout, ce que je trouve d'extrêmement puissant dans ce symbole de cette Isis qui va par la force de son amour, reconstituer tous les morceaux de son défunt mari pour aller vers une forme d'unité. Pour moi, c'est complètement l'allégorie qu'on est en train de vivre actuellement, qui est de sortir de la dualité, de la dépasser pour aller vers l'unité du vivant, et donc l'interconnexion
et puis aussi la compréhension que la séparation est une illusion. Et du coup, c'est en cela que je trouve que c'est d'une actualité, d'une sagesse extraordinaire. Alors, je crois qu'on me fait signe que vraiment c'est terminé. Et voilà, on va faire, profiter quand même de votre présence pour avoir des questions sur les mythes égyptiens. Je le tiens pour le coup. Bonjour. Alors je vais peut-être avoir un peu de mal à poser ma question, mais du coup, si j'ai bien compris, les nouveaux récits doivent prendre racine et naissance dans une mythologie, en l'occurrence égyptienne, pour créer un vivre ensemble. Mais j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur l'Égypte ancienne, et l'Égypte essaye de s'accaparer cette mythologie des momies, enfin des pharaons, etc. Mais il me semble qu'ils ne prennent pas en compte une 24e ou une 25e dynastie dans leur histoire, qui du coup sont le royaume de Kouch, les Kouchites, qui sont un peuple du Soudan, contre qui ils ont fait la guerre et contre qui ils ont perdu. Donc du coup, même si les Égyptiens, sur leur propre histoire mythologique, ne prennent pas en compte l'ensemble de leur histoire, comment, ici, aujourd'hui, en France, par exemple, on peut prendre en compte notre entièreté dans l'histoire pour créer un vivre ensemble qui, de fait, va mettre à la marge d'autres personnes. Avant que vous répondiez, je peux juste faire une petite précision, parce que vous avez dit dans votre question que les nouveaux récits doivent prendre en compte, et du coup, surtout pas. Surtout pas. En fait, il n'y a pas de il faut que, il y a qu'à. Justement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est que les nouveaux récits. On est dans une co-création permanente, et il n'y a pas il y a aucune injonction. Il y a juste une invitation à reconnecter avec ce qui fait notre humanité. Et ce qui fait notre humanité a été empreint de mythes, dont le mythe égyptien. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Tout à fait. Ce sont juste des propositions. Je suis totalement d'accord avec ça, mais le doigt a été mal choisi, c'est sûr. Je vous en prie. Mais c'est vrai que c'est un réservoir. Alors moi, je parle de l'Égypte, mais on parlait de Nausicaa, il y a la Grèce, etc. Mais l'Égypte, vous avez compris, bon, c'est vrai que je suis un peu égyptomane, mais il y a quand même tellement d'images et tellement surtout en lien avec la nature, plus que la Grèce. Je pense que la Grèce est plus mentale et l'Égypte est plus proche de la nature. Elle est plus instinctive, notamment il y a aussi la sensualité, il y a des poèmes d'amour érotiques très bons en Égypte. Il n'y a pas cette notion de sexualité taboue. Vous voyez, donc il y a quelque chose de plus sensuel, de plus proche de la terre. La Grèce est plus dans la réflexive, donc c'est différent. Et vous avez raison, il y a une dynastie des pharaons noirs qui a existé, qui a vaincu l'Égypte pharaonique. Mais il faut rappeler que c'est à vous tous d'aller chercher justement ces récits, parce que les pharaons couchites, donc de la 25e dynastie, à l'époque tardive, ils ont vaincu les Égyptiens qui les avaient mis sous leur domination assez longtemps, et ils avaient des dieux assez similaires, mais qu'ils avaient remodelés selon leur territoire et leurs pensées. Et il y a eu notamment des grandes femmes, des grandes reines égyptiennes couchites, du moins du Soudan, etc., qui ont vaincu les Égyptiens, qui étaient des reines guerrières, toujours ce féminin. Alors là aussi, il faudrait écrire ces récits. Ça serait très intéressant. Et je pense que vous avez raison, l'Égypte, c'est un ensemble. C'est toutes ces Égyptes, moi, que j'aime, et l'Égypte contemporaine. J'aime l'Égypte contemporaine, j'aime l'Égypte copte, j'aime l'Égypte musulmane. L'Égypte, pour moi, c'est un continuum. Et dans l'Égypte aujourd'hui, il y a encore des héritages très forts de l'Égypte pharaonique, quelles que soient les communautés religieuses. Donc, effectivement, il faut rappeler qu'il y a eu une Égypte aussi des pharaons noirs et qu'elle était très puissante. Mais là, on peut se réapproprier ces récits. Et pour en revenir à ce que j'ai entendu dans votre question, vous avez utilisé le mot entièreté. Et en fait, ce que vous dites aussi beaucoup à travers certains mythes du féminin, il y a aussi beaucoup, l'intégration de l'ombre.
C'est-à-dire que finalement, l'Égypte, dans ses mythes, nous demande aussi, ou nous invite de regarder l'ombre en face. Enfin, en tout cas, voilà, tout n'est pas que lumière, ou justement, pour moi, la puissance de ce récit, c'est que l'ombre et la lumière, si chère à Star Wars, finalement dansent ensemble pour aller vers cette fameuse unité. Oui, tout à fait. Et je pense que, puisqu'on parle, on n'a pas le temps on pourrait parler plus longtemps du cinéma, mais vous parlez de Star Wars, on sait que George Lucas s'est inspiré du mythe du héros de Campbell, Joseph Campbell, qui était un Jungien, qui a beaucoup travaillé, qui enseignait la mythologie à l'université de New York, je crois. Bien, le mythe du héros, je trouve que c'est relativement facile, parce que beaucoup de scénaristes s'en sont servis. Bon, il faut aller au-delà un peu, parce que ça va, on va pas toujours prendre les mêmes recettes. Et vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. On peut aller au-delà du mythe des héros, qui était largement dans La Guerre des Étoiles et bien d'autres, les épreuves, et puis voilà, on doit passer des épreuves, il y a plusieurs types d'épreuves, etc., pour finalement le Jedi qui l'emporte, etc. Mais je crois qu'il y a eu, c'est un archétype, le mythe du héros, mais il y a d'autres mythes. D'autres grands mythes archétypiques, notamment celui de mort, de renaissance, le lien avec la nature, le lien avec le vivant, le lien avec le féminin encore une fois comme sagesse qui est en chacun de nous, homme ou femme, qui est donc une dimension de l'altruisme, du care, du prendre soin. Et puis, je voulais rajouter qu'Isis, au XVIIIe siècle, a été vue comme une figure de la nature. On appelait Isis voilée, elle avait un voile, et on disait qu'on ne pouvait dévoiler la nature impunément. Et dès le XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle, sont affrontés à la fois les philosophes qui disaient qu'on ne pouvait pas violer la nature, et ceux qui disaient philosophes du progrès. Voilà. Donc on sait aujourd'hui qu'on a violé la nature, on a arraché le voile d'Isis, et voilà pourquoi on est dans une situation aussi préoccupante, parce qu'on n'a pas respecté cette divinité, on va dire, entre guillemets, de la nature. On a arraché son voile. Le fameux Maat. Voilà. Moi j'avais une question par rapport en fait, vous décrivez du coup la mythologie, la société égyptienne par rapport à la spiritualité, mais c'est une société qui reposait dans ses fondations sur l'esclavage d'une certaine manière. Et je ne peux pas m'empêcher dans ma tête de faire le parallèle avec, par exemple, la société des trois ordres au Moyen-Âge, qui va établir une unicité à partir de l'élite, les combattants et le peuple qui nourrit le reste du monde, et avec son esclavage, et avec aussi la France colonialiste qui va utiliser un discours universel, la notion de mission civilisatrice, qui en fait va exclure toutes les cultures qui vont à l'encontre de sa notion à elle, sa notion particulière de l'universel, sa notion particulière de l'unicité. Et du coup, je me posais la question, encore une fois, c'est la différence entre le discours, la mythologie, les récits qu'on s'invente et qui vont inventer une unicité, et en fait la réalité qui est beaucoup plus complexe, et qu'on ne se rend pas compte que notre unicité, en fait, est excluante, d'une certaine manière. Alors moi, je vais vous parler là comme une historienne. Alors ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui s'appelle « Vérité et légende sur les idées reçues ». L'esclavage n'a jamais existé en Égypte. Vous avez trop vu les 10 commandements, hein? Je plaisante. Non, je plaisante parce qu'on a été formés. C'est pas votre génération, c'est un film ancien. Mais la Bible a donné une image du pharaon qui est un autocrate et les Hébreux qui ploient sous le fouet. Il n'y a pas d'esclavage en Grèce. À Rome, il y a un esclavage, il y a des marchés, etc. En Égypte, il n'y a pas d'esclavage. La corvée, mais effectivement, comme au Moyen-Âge, il y a une corvée. Quand les champs sont inondés et qu'on ne peut pas cultiver, eh bien, les gens sont obligés d'aller travailler à construire les pyramides, mais ils sont payés pour ça. Il n'y a pas d'esclavage. En revanche, parfois, évidemment, quand on allait faire la guerre, on ramenait des prisonniers, mais ce n'est pas l'esclavage comme une institution qui a existé dans l'Antiquité. Parce que par rapport à la Maat, ça ne pouvait pas exister l'esclavage pour les Égyptiens. Premièrement, donc du point de vue historique, ça n'a pas existé. Ensuite, effectivement, il y avait des castes. Mais si vous étiez, par exemple, quelqu'un du peuple, vous pouviez devenir un prêtre, vous pouviez aller à l'université et être éduqué. Vous n'étiez pas obligé de rester dans votre caste. Il n'y avait pas un système de caste comme en Inde. Hein. Vous n'étiez pas obligé de rester dans votre classe sociale. Et aussi, très important, on a connu, l'Égypte est assez universaliste et pas colonialiste, parce qu'il y a eu beaucoup de passages, il y a eu évidemment une influence du sud, de la Nubie, du Soudan.
Voilà pourquoi, quand on me dit les Égyptiens étaient noirs, je dis non, ni blancs. Au sud, ils étaient plus foncés. Au nord, il y avait des mélanges du Proche-Orient, de la mer Égée. C'est un couloir de passage et de civilisation. Ils n'ont pas imposé leur civilisation ailleurs. Et on a, par exemple, au Nouvel Empire, vers 1300 avant notre ère, il y avait un vizir, c'est le premier ministre. Hein, le premier ministre de Pharaon, il avait un nom hébreu. C'était donc quelqu'un qui venait du Proche-Orient. Et on voit qu'on pouvait intégrer des gens d'autres cultures en Égypte. Il n'y avait pas cet aspect colonialiste. D'ailleurs, on n'a pas conquis des pays pour écraser. C'était toujours pour maintenir les frontières de l'Égypte un petit peu stables. Et les Égyptiens, c'était des cultivateurs, des gens ruraux, et c'était pas vraiment des conquérants au sens où on l'entend comme les Grecs, etc. Et dernière chose que je voulais vous dire, oui, c'est ça. Ça me semble important de rappeler qu'ils n'étaient pas colonialistes. Ils cherchaient pas à. Il y avait un empire, hein, mais ils ont intégré aussi dans leur société des gens qui venaient d'ailleurs avec une grande ouverture d'esprit. Et dans cet hymne à Aton, on voit que Akhenaton dit que le soleil brille pour tous, toutes les couleurs de peau et pour toutes les langues. C'est un hymne vraiment panthéiste et universaliste. Donc là, la BD et le cinéma ont véhiculé de fausses croyances. Astérix et Obélix, tout ça, c'est basé sur le récit biblique. Et quand je dis à des gens qui sont croyants que le récit biblique est une mythologie, je me fais évidemment agresser. Mais la Bible est un récit mythologique, ce n'est pas un récit historique. Ça ne repose pas sur la réalité. Il y a des éléments de la réalité historique, mais on peut pas. Et tous les péplums, enfin toute la série du film de La Terre des Pharaons de Howard Hawks ou de Cécile B2000, tout ça, ça a été construit sur le récit biblique. Mais on en est vraiment influencé aujourd'hui, parce que j'ai toujours ces questions qui reviennent. Et je pense qu'il y avait un esprit universaliste. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, je suis très bavarde, c'est que le polythéisme, alors je dis qu'il n'y avait pas vraiment de polythéisme, les Égyptiens savaient qu'il y avait une source unique. Bon, ils disaient que c'était une sorte de Big Bang, qu'il y avait une grande étendue noire, comme une sorte de grand océan primordial. Vous savez, c'est le début du monde avec des bactéries. Et là, le soleil est sorti au premier jour du monde de cet océan primordial sur une pyramide, et voilà, il est venu à l'existence de lui-même. Mais en réalité, c'est le Big Bang. Il y a une espèce d'énergie solaire, une énergie énorme qui sort de ce ténèbre, et la création vient au jour. Et pour revenir au polythéisme, il y a donc cette source unique qui se manifeste à travers des dieux. Vous voyez, donc c'est des manifestations. Mais l'avantage du polythéisme, c'est que on n'a jamais fait, ça j'aime bien le dire du point de vue historique, de guerre pour des raisons idéologiques dans l'Antiquité. C'était des raisons d'hégémonie pour gagner des territoires, hein, ça c'est vrai. Mais quelqu'un qui était le dévot du culte d'Athéna, il pouvait venir en Égypte, il allait voir une déesse qui était l'équivalent d'Athéna, et puis il faisait ses dévotions. On ne s'est jamais battu pour des raisons d'histoire de religion. À partir du moment, et c'était la question que vous vouliez me poser, où il y a eu le tournant du monothéisme, l'intolérance est arrivée. Et le féminin a disparu. Il n'y a plus de déesse, et il n'y a plus la dimension du féminin, divin et sacré dans ces religions. Effectivement, le monothéisme est un petit peu lié finalement à la société patriarcale. Oui, complètement, et puis peut-être aussi au moindre respect de la nature. Une dernière question peut-être avant de... Oui. Et après, ouais, rapide. Je le prends. Déjà, je voulais vous remercier, c'est vraiment passionnant. Aussi sur la dimension universelle de ces mythes, parce que justement vous citiez Campbell, et finalement il y a dans beaucoup de mythes des points communs. Et aussi de ramener l'éthique au centre, ça je trouve ça hyper important. En ce qui concerne... par contre, il y a un point sur lequel je tique toujours, mais en fait c'est pareil de mon côté. En même temps, je vous ai entendu vous reprendre la façon, je le fais pareil, c'est-à-dire quand je parle de la nature, tout de suite ensuite je parle du vivant, parce que je pense que ça, pour le coup, sur la question des nouveaux récits, c'est quelque chose de fondamental. Un peu comme Baptiste Morisot dit, voilà, je ne suis pas la nature qui se défend, je suis le vivant qui se défend. Et cette notion de vivant, justement, enfin cette notion de nature qui est remise en question. Et dans l'Égypte, je ne crois pas que ça existait, cette notion. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, peut-être, de ça ? Je pense que les Égyptiens ont plus conscience du vivant
que de la nature. Il n'y a pas de mot, je suis en train de réfléchir, qui veut dire nature, parce que tout est interconnecté. Voilà, c'est une vision globale de l'univers où tout est relié. Et je pense que le vivant, oui, ça y a un mot qui veut dire vivant. Alors, là aussi, il faudrait aller plus loin. Vous savez, la croix en C, vous voyez ce que c'est, cette croix que beaucoup de gens portent. Ils ne savent pas d'ailleurs pourquoi ils la portent, ce que ça veut dire, mais pourquoi pas après tout. Ça aussi, c'est un nouveau récit. Donc, c'est une croix qui, on peut dire que c'est le masculin et le féminin, c'est l'utérus, c'est le phallus, ou en tout cas, c'est le souffle vital. Ça s'appelle ankh, c'est-à-dire c'est la vie, c'est le vivant dans toute son intégralité. Voilà. Et ça résume, effectivement, le mot nature, on ne le trouve pas, mais vivant, vie, et c'est le souffle vital. Et j'aime beaucoup cette notion de souffle vital parce que les dieux le présentent aux narines des défunts, par exemple. Ça veut dire que sans ce souffle vital, et on le sait, et plus que jamais aujourd'hui, puisqu'on est attaqué avec ce virus au niveau de notre souffle vital et de nos poumons, on est obligé de mettre des masques. Les Égyptiens avaient conscience que le vivant, c'était aussi le souffle de vie, et que quand on respire plus, on est mort. En tout cas, cette remarque est vraiment très pertinente parce qu'effectivement, la nature, pour moi, c'est aussi un terme, parce qu'on parlait de quel est le vocabulaire et la puissance des mots, en fait. Et pour moi, la nature implique finalement une séparation. Comme si elle nous, même comme l'environnement, par exemple. Comme si ça faisait pas partie de nous-mêmes, alors que nous sommes, nous sommes la nature qui se défend. En fait, il n'y a pas à défendre la nature, nous sommes la nature qui se défend. Mais du coup, nous sommes. Mais bon, ça c'est le slogan de Extinction Rebellion. Mais ils disent la nature. Ouais, c'est ça. Et quand je parlais, excuse-moi, de Isis nature, c'est ainsi que les définissaient les philosophes comme Kant, les philosophes de la nature au XVIIIe siècle. Nature, là par contre c'était nature, c'était vraiment identifié à la nature, comme on le voyait avant. Vous avez raison. Ouais. Oui, tout le problème de la philosophie des Lumières qui finalement a voulu effectivement dompter la nature, la séparer, et qui a associé la civilisation à ce contrôle-là. On pourrait parler des heures et des heures. Florence, je vous invite du coup à retrouver Florence dans ses livres qui sont vraiment passionnants et que j'ai lus et que je ne me lasse pas de revisiter. Et quand même en conclusion, et pour faire la liaison avec le voyage suivant, c'est vrai que l'Égypte, si je peux dire, est quand même une terre sacrée. Et on y a d'ailleurs trouvé beaucoup d'évangiles apocryphes et qui d'ailleurs revisitent le Cantique des Cantiques. Et du coup, justement, on va faire un voyage là avec donc la physique quantique avec Pascal de Gail-Attis. C'est vraiment un honneur d'avoir Pascal avec nous et justement qui me disait que le Cantique des Cantiques, dans le fond, est-ce que ça s'appelle pas le Cantique des Cantiques comme allusion à la physique quantique. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc un grand merci, Florence, un grand bravo. Merci.